Merci beaucoup, Madame de Villers. Vous nous disiez à quel point il est important, crucial pour notre futur de recréer des communs. Et pour ce faire, alors on en a parlé, il peut y avoir les réseaux sociaux, les vidéos, les pétitions, mais il y a aussi l'engagement en bas de chez soi, résoudre des problèmes locaux avec des personnes qui partagent ces problèmes, une association, une entreprise, un collectif ou même parfois sans aucune structure. Apporter des solutions collectives, ce n'est plus l'apanage des institutions ou des structures politiques. Alors comment est-ce qu'on mobilise et on orchestre toutes ces formes d'engagement? Pour parler d'engagement de proximité, je vous laisse avec Najwa Arduni El Fatani, administratrice et membre du Club 21, ainsi que ses invités, Pierre-Martin Huette, senior vice-président chargé du développement durable et de l'impact chez Michelin, et Olivier Théophile, directeur RSE de LVMH et directeur général du programme Live. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir, ravie d'être là et puis surtout ravie de laisser un peu la part belle à ceux qui contribuent, me semble-t-il, largement quand même au bien commun et que je nomme l'entreprise. Parce qu'on a parlé des militants associatifs, on a parlé de la société civile, on a parlé des politiques, on a vu des maires et on n'a pas fini d'en voir, mais on n'avait pas encore parlé de la place de l'entreprise. Donc on dit que 61% des Français, effectivement, c'est ce qui est affiché, fait confiance à la ou au maire de sa commune, mais au fond, un grand nombre de Français travaillent. Et l'entreprise, quel rôle elle peut jouer? Alors pour parler de tout ça et de l'engagement en fait qui commence en bas de chez soi, donc notamment le vôtre, on a parlé des associations et je reparle des institutions et du politique, on se dit qu'en fait pour travailler ensemble et canaliser l'énergie, il faut essayer de mettre les moyens partout où ils sont. Donc j'accueille pour cela Pierre-Martin Huet et Olivier Théophile. Je vais commencer par Pierre-Martin, si vous le permettez. Pierre-Martin, vous êtes senior vice-président développement durable et impact chez Michelin, membre du comité de direction du groupe. Je veux quelques lignes de plus pour vous décrire. Passionné par le développement durable, c'est quand même un bon début. Vous avez développé une vision pragmatique au cours des 20 dernières années d'expérience dans les opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, dont 5 à la tête de la supply chain du groupe. En tant que directeur du développement durable et de l'impact depuis 2024, vous œuvrez à intégrer durabilité, résilience et impact sociétal dans toutes les strates de l'entreprise. Donc on attend quand même un véritable éclairage concret, toutefois, sur ces choix stratégiques, mais aussi comment vous les développez à l'échelle locale, vous qui êtes implanté dans de si nombreux pays. Bien sûr, merci beaucoup Najwa, je suis vraiment ravi d'être avec vous pour parler de l'entreprise, et pas n'importe laquelle, puisque nous sommes l'entreprise préférée des Français, donc je vois avec plaisir que non seulement les Français aiment l'entreprise, mais en plus, ils aiment particulièrement Michelin. Alors pourquoi? Et vous demandiez finalement quel est notre rôle dans l'atteinte du bien commun. Je pense qu'on a un rôle essentiel et nécessaire. Et tout à l'heure, Alexandre Kouchner parlait du temps long. En fait, Michelin résonne en temps long. On n'est pas né de la dernière pluie, on a plus de 135 ans. On a de fait fêté nos 135 ans en même temps que la Tour Eiffel l'année dernière. Et en fait, quand on raisonne sur le long terme, on ne peut pas faire abstraction du bien commun. On réfléchit vraiment en se disant qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, et c'est au cœur de notre raison d'être. La raison d'être de Michelin, c'est offrir à chacun et chacune une meilleure façon d'avancer. Alors bien sûr, c'est un clin d'œil à nos excellents produits qui sont les meilleurs pneus du monde, mais au sens figuré, c'est aussi la volonté de Michelin de mettre l'humain au centre de notre projet d'entreprise. Et ça, on le fait depuis 135 ans. L'entreprise n'avait pas 10 ans que nous avons mis en place les services de soins gratuits pour l'ensemble de nos opérateurs sur nos sites industriels. C'était en 1902, c'était 30 ans avant le premier embryon de sécurité sociale en France. Donc un engagement social très fort qui s'est exprimé dès l'origine dans l'entreprise. Et plus récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de notre initiative Salaire décent, donc on a terminé de déployer en 2023, qui vise à assurer à l'ensemble de nos salariés, partout dans le monde, 130 000 personnes dans près de 170 pays, un salaire dit décent qui est souvent très supérieur au salaire minimum légal, qui vise à assurer à chacun, pour une famille de 4 personnes, un logement, l'accès à l'éducation, aux soins, etc. Donc un engagement social
Et vous me direz pourquoi, parce que je dis souvent à nos équipes, on n'est pas une ONG, nous. Mais on a une vision long terme et on considère qu'il ne peut y avoir de performance économique pérenne bâtie sur la misère sociale. En fait, et on a hélas quelques exemples aujourd'hui de réussite économique basée sur de la misère sociale ou environnementale. Ça peut marcher 2 ans, ça peut marcher 10 ans, mais ça ne marchera pas sans 35 ans. Donc c'est ça notre conviction, c'est ça qui nous met en mouvement chaque jour, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Alors là, avant d'arriver à toi, Olivier, mais vous êtes sur effectivement sur la notion de salaire décent, sur quelque chose de global et que vous avez réussi à appliquer partout où vous êtes. Est-ce qu'après, vous essayez de vous adapter sur d'autres actions de proximité qui sont finalement plus à même et plus en lien direct avec finalement le Brésil quand on est au Brésil et la France quand on est en France? On peut imaginer que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Exactement, Najwa. Alors, en fait, on a une vision de l'entreprise qui doit être en symbiose avec son environnement. C'est très important. On a en gros 130 sites industriels dans le monde, près de 700 sites de recherche, d'agences commerciales, etc. À chaque fois, on cherche à être en symbiose avec notre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être à l'écoute des besoins, être capable d'avoir un impact positif. Et on le fait notamment via le volontariat de nos employés. Donc l'année dernière, on a eu plus de 15 000 employés Michelin qui ont fait des actions de volontariat. Donc, vous parliez du Brésil, on va dans les favelas, on va faire de l'accompagnement d'enfants, de l'accompagnement scolaire d'enfants dans les favelas. En France, on va faire du mentorat aussi dans des lycées professionnels. On accompagne des personnes en situation de handicap en Espagne ou en Asie du Sud-Est, vu aussi notre rôle essentiel dans la mobilité. On contribue à de nombreuses campagnes dans les écoles de sensibilisation à la sécurité routière. Donc, ça s'exprime de manière très concrète, très locale, en fonction des besoins des environnements dans lesquels on opère. Merci. Alors, Olivier Théophile. Olivier, vous êtes directeur de la responsabilité sociale chez LVMH depuis 2011. Vous pilotez et mettez en œuvre la politique du groupe en matière de responsabilité sociale en France et à l'international. Un gros challenge. Parallèlement, vous êtes directeur général d'un institut qui s'appelle LIVE et que probablement beaucoup ne connaissent pas, qui est l'Institut des vocations pour l'emploi. Une association qui a été créée en partenariat avec LVMH pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est là-dessus qu'en fait, on a envie, en tout cas moi, de vous entendre. Oui, alors ce n'est pas des jeunes, mais c'est plutôt les personnes de plus de 25 ans. Raison. C'est vrai. Alors d'abord, la responsabilité sociale du groupe LVMH en 2 mots. La responsabilité sociale du groupe LVMH, ce n'est pas de l'engagement, c'est une condition d'être dans la société. Donc si on agit à lutter contre les discriminations, on a régulièrement tourné en interne des tests de discrimination, on forme nos recruteurs, on a mis en place aussi une politique de salaire décent, en s'attachant à ce qu'elle soit déployée aussi partout dans le monde, alertée parfois par des parties prenantes, des associations, des porte-paroles qui dans certains coins du monde peuvent nous dire « attention, il y a un dysfonctionnement là, il faut que vous agissiez ». Donc on travaille sur ces sujets, sur la santé, la sécurité de nos collaborateurs, pour qu'ils puissent se développer au travail, mais aussi travailler dans les meilleures conditions possibles et dans des conditions qui préservent leur dignité physique et psychique. Donc tout ça, ça fait partie de la responsabilité, et ce n'est pas de l'engagement, c'est notre condition, encore une fois, d'être dans la société. Et puis on a décidé de lancer le programme, alors ce qui était un programme au départ et qui est devenu une association, LIVE, l'Institut des vocations pour l'emploi, parce qu'on était régulièrement sollicité par des personnes qui, voyant le succès du groupe, pouvaient se tourner vers lui à titre individuel pour appeler à l'aide. Face à ça, face à ces sollicitations multiples, on a décidé de monter une association pour y répondre. Alors, tu l'as dit, Najwa, en partenariat, c'est Madame Macron qui la préside. C'est une association qui est financée à 100% par LVMH. Et cette association, elle accompagne donc des personnes de plus de 25 ans, sans emploi ni formation depuis au moins 1 an. C'est les catégories chômeurs de longue durée ou inactifs dans la statistique nationale. Et on accompagne ces personnes dans la construction d'un nouveau projet professionnel. Et alors, pourquoi les plus de 25 ans? Parce qu'en France, on aime bien voir ce qui va mal, mais enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent bien. D'abord, l'éducation nationale a travaillé au décrochage scolaire des jeunes avec un certain succès depuis 2012. Ensuite, prennent le relais des associations, des structures d'État pour accompagner les jeunes qui pourraient décrocher à nouveau. Ça va des missions locales en passant par les EPID, etc. Mais passé 25 ans,
Si dans votre vie, vous avez un accident de parcours, que vous décidez de vous occuper de vos enfants, que vous avez un parent malade dont vous allez vous occuper, si pour une raison ou une autre vous vous retrouvez licencié, ou si vous connaissez une peine de prison, ou aussi si vous avez fait de longues études et vous n'avez jamais réussi à transformer ces études en accès à la vie active pour diverses raisons, y compris de la discrimination, c'est très compliqué de construire un nouveau projet pour accéder à la vie active. Vous trouvez beaucoup de formations financées, mais si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Et alors la liberté qu'on a là, nous, puisque nous on n'est pas acteurs publics, c'est d'avoir pu choisir la cause sur laquelle on voulait s'engager. Et on a monté cette association, alors d'abord très localement, en se demandant si ça allait marcher. On a décidé de monter un premier campus à Clichy-sous-Bois, c'est pour ça qu'on parle de programme. À l'époque, c'était un programme. On se dit, on va tester à Clichy-sous-Bois, on va tester ça en travaillant avec les acteurs locaux. Parce qu'il y a déjà des tas d'acteurs locaux qui font des choses très très bien, et on n'était pas là pour faire la leçon. On était là pour leur apporter une offre supplémentaire de solutions. Et c'est un peu la clé de la réussite ou pas, de s'appuyer sur les acteurs locaux? Je pense que c'est la condition du succès. Il y a plein d'énergie très positive sur les territoires. Nous, on travaille systématiquement avec les territoires. Hier, j'étais à Clichy-sous-Bois, justement. On recevait tous nos partenaires de l'admission. Ça va de France Travail à la mission locale, en passant par les Canaries du Sahel, qui est une belle association qui fait des tas de choses sur place. Mais on travaille de concert, ensemble, pour accompagner les personnes dans... Alors, on dit dans la vie active, c'est souvent dans leur émancipation. Le premier jour, quand les personnes arrivent dans un campus, elles arrivent avec une idée prédéfinie de ce qu'elles peuvent faire. Vous savez, si c'est une maman qui s'occupait de ses enfants pendant les 20 dernières années et qui a absolument besoin de travailler, en général, elle vient et quand on lui demande ce qu'elle veut faire, elle veut... Assistante maternelle. Exactement, assistante maternelle. On lui explique que c'est pas parce qu'elle a aimé ses enfants qu'elle aimera tous les enfants. Et donc l'objectif, là, c'est de travailler justement à l'aider à s'ouvrir, à découvrir d'autres choses, à découvrir son potentiel, à reprendre confiance en elle, à regagner des compétences et souvent, ce n'est pas le choix final de ces personnes. Et vous l'avez dupliqué partout où vous êtes allé, parce que ça a commencé à Clichy-sous-Bois, mais il y a d'autres campus qui ont ouvert depuis. Est-ce que systématiquement, l'idée, c'est de se dire on s'appuie sur des acteurs locaux, et puis d'ailleurs, finalement, on offre un emploi aux personnes qui localement sont installées pour diriger l'Institut, pour accompagner, pour... Alors, systématiquement, on travaille avec les acteurs locaux. D'abord, on s'appuie sur les maires. Et on est présent à Clichy-sous-Bois, à Roubaix, à Marseille, bientôt à Bordeaux, à Valence. On s'appuie sur les maires qui connaissent très bien le tissu local, qui sont des acteurs très engagés localement et qui nous mettent en relation avec les différents acteurs publics et associatifs du territoire pour travailler sur le sujet. Et ensuite, c'est ensemble qu'on développe ce terreau-là. Et on a un processus d'admission d'ailleurs, et on a parfois des personnes qui ne répondent pas à nos critères d'admission. Ils sont très simples, il faut avoir plus de 25 ans, un niveau minimum 3e, avoir le droit de travailler en France, et puis avoir envie de construire un projet professionnel. Parfois, on a des personnes qui ont, par exemple, un niveau de maîtrise insuffisant de la langue française. Il y a des tas de structures qui font des choses très bien dans les territoires, vers qui on les oriente, puis ils peuvent revenir ensuite. Bref, la réussite de nos campus dans les villes où ils sont implantés, c'est justement ce maillage territorial et ce travail étroit avec les acteurs locaux. D'accord. Une question pour tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans votre rôle? Est-ce que l'entreprise, elle est dans son rôle quand elle fait ça? Ou est-ce que finalement, elle outrepasse un peu sa mission qui, a priori, à la base, n'est pas tout à fait celle-là, que ce soit chez LVMH ou chez Michelin? De mon point de vue, et je disais, la raison d'être de l'entreprise, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, l'entreprise a un rôle essentiel, on dit chez Michelin, de développement humain. François Michelin, qui a géré l'entreprise pendant 45 ans après-guerre, disait souvent aux employés qu'il rencontrait, il disait « deviens ce que tu es ». Donc l'entreprise a un rôle de révélateur du potentiel de chacun, et c'est particulièrement, enfin ça nous tient très à cœur, c'est dans nos gènes, et on cherche vraiment à le mettre en mouvement chaque jour, via des politiques de formation très volontariste. On a mis en place ce qu'on appelle la manufacture des talents, donc avec différents centres dans le monde pour former les gens et qu'ils soient capables d'évoluer au sein de l'entreprise. Il y a un indicateur qu'on suit qui est le nombre de managers qui ont commencé sur la ligne de production. Donc aujourd'hui, il y a plus de 15%, un peu plus de 16% maintenant, des managers Michelin partout dans le monde qui ont commencé sur la chaîne de production. Et ce rôle de l'entreprise de développement humain, pour moi, il est partie intégrante de l'entreprise, parce que finalement, que vous fabriquiez des pneus, qui est un objet extraordinaire dont j'aimerais vous parler ce soir, mais ce n'est pas forcément
On vous croit sur parole. Qui est peut-être plus utile que les superbes sacs que fabrique mon voisin. Très utile aussi. Mais Joker là-dessus. Hein. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le progrès de l'humanité, le développement humain, et je pense que l'entreprise a un rôle essentiel là-dedans, parce que si vous réfléchissez, chaque jour, vous vous levez, vous allez travailler, vous allez passer 8 heures de votre journée au travail. Si ce n'est pas là où vous trouvez du sens, où vous vous développez, il y a quelque chose qui cloche. Et alors, chez le fabricant de sacs à main de luxe, ça donne quoi? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le travail, c'est quand même un des seuls lieux dans la société française où on se croise au-delà de tout clivage. Alors, il reste des clivages sociaux, certes, mais on croise aussi d'autres personnes qui ne sont pas de la même catégorie sociale dans l'entreprise. Et c'est peut-être un des derniers lieux où c'est le cas, où on ne va pas choisir ses collègues, on ne va pas choisir avec qui on travaille. Et de ce point de vue-là, c'est très vertueux. Maintenant, si on veut faire vivre ce rêve d'émancipation que porte la société française, il faut aussi que dans nos entreprises, on travaille d'arrache-pied à lutter contre toute forme de discrimination, à favoriser l'égalité des chances. Et c'est ça la contribution que peut apporter l'entreprise aujourd'hui à la société, c'est être facteur de cohésion sociale. Et alors, à travers ces actions que vous menez, que ce soit à l'échelle globale au niveau de l'entreprise ou sur des actions de proximité, finalement, est-ce que vous arrivez à embarquer vos collaborateurs? Parce que vous incarnez quand même cette direction de la RSE, de l'engagement l'un et l'autre. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'in fine, vos collaborateurs, par eux-mêmes, demain seront membres du Club 21e siècle ou de toute autre association qui leur donnera cette envie de maintenir et de poursuivre cet engagement que vous portez? Je pense qu'il y a une appétence naturelle à l'engagement, à trouver du sens à ce qu'on fait. Ensuite, la vraie question pour l'entreprise, c'est se dire où je me positionne, sur quel sujet je me positionne. On parlait du bien commun qui est quand même assez large. Chez Michelin, on cherche à se positionner vraiment sur des sujets universels. Je parlais du développement humain, Olivier mentionnait les sujets d'inclusion, que chacun trouve sa place, que chacun puisse se développer. Il est important pour nous de mettre une frontière entre ces sujets qui rassemblent versus et c'est des sujets qu'on a pu entendre dans les tables rondes précédentes, des sujets de militantisme, où là on dit il n'y a aucun problème à ce que chacun soit militant. En revanche, l'entreprise n'est pas le lieu du militantisme. L'entreprise doit rassembler et ne doit pas être la plateforme de débat des clivages de la société. Donc c'est vraiment dans cette approche qu'on se positionne en se disant unissons-nous sur ce qui nous rassemble et offrons à chacun une meilleure façon d'avancer, mais sans aller sur un terrain qui n'est, de mon point de vue, pas le rôle de l'entreprise, celui de l'activisme ou du militantisme. Nous, on a un levier d'engagement très très fort dans le groupe, c'est que les collaborateurs sont très fiers dans le groupe et ils ont en même temps assez conscience du privilège qu'ils auraient fait de pouvoir y travailler. Ils travaillent dans de bonnes conditions, c'est des conditions d'emploi qui sont enviables. Et donc, quand on cherche à les mobiliser sur des causes, ou en tout cas pour s'engager sans prédéterminer la cause, quand on cherche à les mobiliser, ils se mobilisent assez facilement. Au niveau monde, on a un salarié sur 3 qui, en 2024, s'est engagé dans la société à travers une action que mène le groupe. Sur son temps de travail? Sur son temps de travail, bien sûr. Bravo. Donc ça, c'est important. En France, on travaille avec nos quartiers des talents, bien sûr, que vous connaissez tous et tous. On travaille avec Sciences Po sur les conventions d'éducation prioritaire. On travaille avec un certain nombre d'acteurs pour développer justement ce sens de l'engagement chez nos collaborateurs, répondre à cette envie-là. Vous parliez du militantisme et quand on écoute la table ronde précédente, on se rend compte que activisme, militantisme, on les associe souvent aux réseaux sociaux, aux plateformes, à cet engagement sociétal, mais à travers le digital. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'engagement qui ne serait pas de l'activisme ou du militantisme, mais à l'engagement distanciel ? Est-ce que l'entreprise, elle joue un rôle autour de cela ou pas, ou est-ce que finalement vous êtes, à travers vos réseaux sociaux, aussi le réceptacle des plaintes diverses et requêtes? C'est une question difficile et je dirais que Michelin n'est pas nécessairement le digital natif de la bande. Il ne peut pas avoir été précurseur de la sécurité sociale et être le roi du digital. Alors on cherche les bons côtés des réseaux sociaux et on cherche l'engagement, et vous parliez d'engagement distanciel. Aujourd'hui, dans une multinationale comme Michelin, on construit des réseaux qui ne sont pas nécessairement physiques ou de proximité.
Donc j'ai en tête, on a 2 collectifs importants dans l'entreprise qui sont un collectif plus sur les sujets socio-sociétaux qui s'appelle Better Together, sur les thèmes de l'inclusion. Un autre collectif qui s'appelle One Planet sur des thèmes environnementaux. Là, ce sont des collectifs qui vont avoir une animation en symbiose avec l'entreprise. Je suis personnellement sponsor de ces 2 collectifs. Une animation assez digitale, parfois distancielle, et qui permet de catalyser, je dirais, les élans naturels des uns et des autres pour le bien commun. Donc finalement, ça crée du lien en interne. C'est plutôt là que le digital joue son rôle, j'ai l'impression, oui, chez alors Michelin. Chez Michelin, très clairement. Et là où je parlais de militantisme, on souhaite qu'il y ait effectivement un élan interne à l'entreprise sur certains sujets. On est assez vigilant sur le fait qu'il peut y avoir de superbes causes qui sont défendues à l'extérieur, mais qu'on ne souhaite pas faire rentrer dans les frontières de l'entreprise. Oui, moi, je suis méfiant vis-à-vis de l'engagement à distance. Je vais vous donner un exemple. Quand on s'est installé à Clichy-sous-Bois, alors évidemment, Live, présidé par Madame Macron, financé par LVMH, attire beaucoup de fantasmes. Et donc, il y a des tas de gens qui voulaient intervenir, quand on a vu des gens très bien qui voulaient intervenir au sein de notre campus quand ils voyaient la tête d'affiche. Et je leur disais, oui, c'est très bien. Enfin, la présidente leur disait aussi la même chose. Ce serait super que vous interveniez, mais il faut venir dans le campus. C'est pas à distance, il faut venir. Et je vous assure qu'à la fin, il n'en restait qu'un sur 2. Donc, je crois que si le virtuel est une intermédiation qui permet d'aller vers l'autre et d'aller vraiment se rencontrer concrètement, c'est très efficace. Si c'est une intermédiation qui permet encore de garder l'autre à distance, je la trouve finalement très peu porteuse de sens, porteuse de bénéfices mutuels pour la compréhension de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on a 6 campus, ça marche plutôt bien. Il y a 82% de sorties dynamiques, pour reprendre le vocabulaire celui de l'insertion, c'est-à-dire 82% des personnes qui rentrent, qui sortent en allant vers l'emploi ou la formation. On a bientôt notre première médecin qui sort, qui était une jeune femme qui avait été diplômée dans son pays d'origine, qui n'avait rien fait en France, et puis qui est maintenant en 4e année de médecine à Lille. Voilà, donc aller à la rencontre, ça c'est important, et c'est ce qu'on fait dans nos campus. Nous, on veut que les personnes qui sont là, qui ont tous des profils différents, qui va du niveau 3e à doctorat, qui ont travaillé, qui n'ont pas travaillé, qui ont eu un emploi d'opérateur, d'autres de direction. On veut qu'ils vivent ensemble et qu'ensemble, ils s'apprennent et ils progressent mutuellement en apprenant les uns des autres. Ben ça, c'est permis que par la rencontre et le virtuel ne le permet pas. Je vous dis, on a 6 campus, on en ouvre un 7e à Bordeaux prochainement. C'est comme ça marche bien. Avec 7 campus, on n'a que 700 places. On se dit comment on peut faire pour donner accès à un plus grand nombre encore à ce qu'on propose. Et c'est posé évidemment la question du virtuel, du campus online. Et pour l'instant, mais si vous avez des idées, je suis preneur, on n'a pas réussi à craquer le modèle. Alors là, pour le coup, Olivier, c'était la question d'après. C'était, est-ce que vous vivez comme nous cette frustration, parce qu'on la vit au sein du Club 21e siècle et de plein d'autres associations avec lesquelles on interagit, dont l'une est les Entretiens de l'excellence, qui a vocation à travailler auprès de publics, collèges, lycées, sur les sujets d'orientation et donc de l'accès à l'orientation pour tous. En fait, il y a cette frustration de se dire on aimerait tellement toucher un plus large public, et donc ce choix en fait un peu cornélien entre est-ce qu'il ne vaut pas mieux une action de proximité bien ciblée et qui correspond aux besoins du local versus quelque chose de beaucoup plus large. Et ça passe en partie par l'essentiel ou pas, mais on ne l'a pas craqué non plus. Et donc comme je vois que toi non plus, je vais demander à Pierre-Martin. Oui, je trouve que c'est une excellente question. En fait, où on met le curseur entre des actions locales qui sont très engageantes, parce que nos employés y participent, voient l'impact concret de leurs efforts. Je parlais quand on va mentorer des jeunes enfants dans des favelas, ça touche, il y a un impact direct. Ensuite, l'impact à l'échelle de la planète ou des populations, même la population du Brésil, il reste très petit. Et versus des actions d'ampleur qui sont peut-être moins locales, mais qui vont avoir un impact très fort. Si je prends l'exemple de Michelin, nous, on a un rôle qui me semble essentiel dans l'influence qu'on peut avoir sur notre chaîne de valeur. Le pneu, vous le savez, est issu notamment du caoutchouc qui pousse, qui est saigné sur l'EVA, donc l'arbre à caoutchouc, qui pousse en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le groupe Michelin achète du caoutchouc naturel en bout de chaîne à près de 1,5 million
de planteurs villageois. C'est une filière qui est très morcelée, des petits planteurs, chacun une petite parcelle de quelques hectares. Et en fait, l'influence qu'on peut avoir quand vous parlez d'impact, via nos politiques d'achat, via nos accompagnements de ces planteurs, via des programmes de formation, comment ils peuvent améliorer leurs revenus, pratiquer l'agroforesterie, on peut avoir un impact qui est majeur, alors qui ne sera peut-être pas visible vu de l'employé de Clermont-Ferrand ou des États-Unis, mais qui à l'échelle de la planète ou à l'échelle de pays comme l'Indonésie ou la Thaïlande ou la Côte d'Ivoire peut avoir un impact majeur. Donc pour moi, les deux sont nécessaires, un engagement local qui permet à chaque employé de s'exprimer et avoir un impact concret, et un engagement de l'entreprise en termes sociétal, où là on va chercher un impact beaucoup plus fort mais moins visible. Oui, c'est vrai qu'il y a les deux modalités d'engagement quand on est dans l'entreprise. Nous, avec Live, on a un impact très local et français. Et puis, autre engagement, pas de responsabilité sociale, mais de l'engagement pour le bien commun. On finance la recherche translationnelle sur la drépanocytose. Voilà, là, on finance une équipe de chercheurs qui fait de la recherche. Et les bénéfices, on les mesurera avec des chiffres à la fin, mais on ne les voit pas concrètement directement. Ça touche un large public pour le coup. Merci à tous les deux. Je vais conclure en reprenant une phrase qui a été prononcée tout à l'heure par Marc-Olivier Padis, directeur des études chez Terra Nova, qui disait « Le citoyen contemporain est un agent économique ». Et bien en fait, vous nous avez prouvé, vous, que l'agent économique peut aussi être un citoyen contemporain et engagé. Et en ça, je vous en remercie beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais rester là pour ma part et je vais donner la part belle à des membres du Club 21e siècle, cette fois, les remercier pour leurs actions. Et je vais commencer pour cela par Ingrid Bianchi. Ah, j'ai plus de micro, ça y est. Ingrid Bianchi. Ingrid, elle est administratrice du Club 21e siècle depuis longtemps, depuis au moins 15 ou 20 ans. Et elle est fondatrice et porteuse d'une action qui s'appelle Révélateur. Donc on va t'écouter nous parler de ce programme en quelques minutes, s'il te plaît. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Alors, si le leadership féminin... Ça commence. On parle des femmes, on est censuré. Si le leadership féminin pouvait s'exprimer avec assurance et légitimité, c'est exactement l'ambition du programme Révélateur, qui consiste en fait à accompagner des femmes pour leur permettre de révéler plus fortement leur potentiel de leadership. Et pour ça, elles sont accompagnées par des mentors qui sont des membres du Club 21e siècle, hommes et femmes. Le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le talent ne suffit pas. Il faut, en plus de ça, créer un cadre de confiance, un cadre de bienveillance, également un espace sécurisé qui permet de partager et de bénéficier des conseils de personnes qui ont déjà vécu un certain parcours. Et donc, le programme de mentoring que nous proposons avec Révélateur consiste à accompagner des femmes qui peuvent être freinées dans leur carrière, peuvent être éventuellement sous-représentées, voire invisibilisées, du fait de leur genre et de leur origine. Et nous avons conçu au Club 21e siècle un programme pour justement permettre, à travers l'accompagnement des mentors du Club 21e siècle, de bénéficier à la fois de conseils très concrets pour mieux se positionner dans leur carrière, réajuster leur posture également de leadership avec la compréhension, l'acquisition des codes culturels et sociaux qu'elles n'ont pas forcément eu tout au long de leur parcours, et en même temps d'avoir ce miroir bienveillant. On parlait d'engagement de proximité, c'est exactement le sujet de Révélateur, puisqu'il s'agit d'un engagement de la part des membres du club qui ont tous envie de redonner ce qu'ils ont eu aussi dans leur parcours, en accompagnant pendant 8 à 9 mois des femmes qui candidatent de manière totalement autonome et spontanée. Et en plus de ce mentoring, il y a également une communauté de mentis, puisque les femmes se retrouvent entre elles chaque mois pour des ateliers collectifs où elles vont partager leurs pratiques, leurs expériences. Elles vont également s'inspirer, s'entraider. Et on va parler dans ces ateliers de discrimination systémique, on va parler de confiance en soi, on va parler de pilotage de carrière. Et donc ça va leur permettre de pouvoir développer une forme de sororité sur des sujets qui les concernent
et sur lesquels elles se retrouvent, quelles que soient leurs différences culturelles, leur origine. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans le cadre du programme qui a été créé donc, il y a 11 ans, nous avons accompagné 181 femmes, qui sont d'ailleurs, certaines d'entre elles sont ici dans la salle, depuis plus de 11 ans. On a également mesuré l'impact, parce que ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de l'impact, c'est-à-dire qu'on a touché seulement 181 femmes, et je reprendrai un peu ce que tu disais, Najwa, on aurait beaucoup aimé, on aimerait bien pouvoir faire beaucoup plus, mais après, c'est aussi une question de moyens, et on a visé plutôt la qualité que la quantité. Et donc, parmi ces 181 femmes, on a mesuré le fait que pour une mentie sur 3, il y a eu un impact immédiat au cours du programme sur leur carrière, à savoir une promotion ou un nouveau rôle professionnel. Et d'ailleurs, certaines qui ont été accompagnées il y a plus de 10 ans sont rentrées au club, et notre objectif, c'est qu'elles puissent aussi elles-mêmes continuer à transmettre et à pouvoir justement rendre ce qui leur a été donné. Ce qui est intéressant dans ce programme, on parle d'engagement de proximité, c'est qu'on crée en fait à travers l'échange, la relation mentorale entre un mentor homme ou femme du club et une personne extérieure du club, on crée une relation de proximité, une relation humaine qui est vraiment basée sur l'échange humain, et on permet justement à travers l'échange de développer l'écoute, parce que le mentor qui est à la disposition de sa mentie va développer une écoute beaucoup plus approfondie, va aussi travailler son empathie et notamment se permettre, s'autoriser à découvrir des femmes avec des parcours qui sont très différents de celui du mentor, et donc va aussi s'ouvrir à une autre forme d'engagement. Et ça, c'est vraiment très riche. Et ce qui est intéressant, c'est que le club, en fait, je vais finir là-dessus, le club, après avoir développé ce programme donc, au niveau associatif, a aussi, depuis cette année, proposé donc, à une entreprise qui nous a sollicité, qui est Carrefour, et qu'on remercie d'ailleurs pour son engagement sur le sujet. Carrefour a souhaité personnaliser le programme Révélateur en interne pour ses propres collaboratrices. J'en vois une déjà qui est ici. Bonjour Soumia. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive aussi à essaimer et à développer au sein même des entreprises. Voilà. Merci Ingrid. Je vais accueillir maintenant Pape Amadou Ngom, ancien président du club 21e siècle et contributeur et porteur du programme Onboard 21. En quelques mots, s'il te plaît, Pape. Je vais être bref. Ingrid a tout pris pour toi. Non, en fait, Hakim disait au début de son propos que l'objectif du club à sa création était de montrer que finalement, il y avait des réussites en France de toute origine. Et la question qu'on se posait, c'était pourquoi est-ce qu'on ne les voyait pas dans toute la hiérarchie de l'entreprise, et notamment dans les organes de gouvernance. Donc c'est pour ça qu'on a pensé et monté ce programme Onboard 21, qui a pour vocation de détecter, d'accompagner des administrateurs potentiels, indépendants, dans des entreprises, cotées ou non cotées d'ailleurs. L'objectif étant, donc la première version, on en est à la 3e, il y a le 4e annuaire qui va bientôt sortir. On avait dès le début, lors de la première version de ce programme, travaillé avec Korn Ferry, qui est un cabinet de chasse de tête. Donc l'idée était d'avoir des candidats qui avaient le potentiel pour être administrateurs, de les accompagner et de les aider à arriver dans des conseils d'administration. Donc c'est un programme auquel on tient et qu'on trouve extrêmement important, parce que c'est finalement la matérialisation de ce qu'on pense être une réalité, qui est que finalement issu de l'immigration ne veut pas dire échec, bien au contraire. On pense que, et le club l'a toujours pensé, que c'était une chance pour la France, et que par ailleurs la France était une chance pour cette diversité-là, et que retrouver au sein des organisations, dans l'ensemble de la structure de direction, des personnes qui représentent cette diversité-là était important parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur le sujet, sur la diversité dans les conseils d'administration. Donc la loi Copé-Zimmermann a fait avancer le sujet des femmes, qui est un sujet extrêmement important. On pense qu'il n'est pas nécessaire de sortir une loi pour
la diversité ethnoculturelle, mais enfin, on travaille en tous les cas à promouvoir cette diversité-là à travers ce programme On Board 21. Voilà. Merci beaucoup. Et on va finir par un troisième programme que l'on porte, et dernier, bien qu'on en ait d'autres, mais c'est le dernier qu'on présentera, avant de recevoir notre énième panéliste, donc Adel Rahmani, membre du Club 21e siècle et porteur du baromètre de la diversité. Normalement, ça va fonctionner quand tu vas le... Vas-y. Vas-y, suffit de parler. Oui, alors c'est bon, merci. Alors, je pense que nous pouvons tous nous accorder sur une chose aujourd'hui, il fait très chaud en France. Est-ce que ça suffit pour déclencher le plan canicule? La réponse est non. Pourquoi? Parce que pour déclencher le plan canicule, il y a des seuils de température, de jour comme de nuit, donc 21 degrés à Paris la nuit, 31 degrés le jour, 3 jours consécutifs. Donc il faut mesurer cette température pour pouvoir mettre en place des actions et les bonnes actions. C'est exactement la même chose pour la question de diversité. Et ça confirme la règle qui dit que ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Et c'est le point de départ du projet qui a été lancé par le Club du 21e siècle en collaboration avec McKinsey France et qui est donc de mesurer la diversité socio-économique et socio-culturelle des instances dirigeantes des grandes entreprises en France. Alors, pourquoi les instances dirigeantes? Pour continuer sur l'idée qui a été présentée juste avant en ce qui concerne les conseils d'administration, on considère que les rôles modèles et l'importance des rôles modèles est clé dans un sujet comme le sujet de la diversité. C'est important pour les personnes concernées, c'est important pour améliorer la visibilité des personnes issues de la diversité. À la différence qu'avec les conseils d'administration, là où on peut avoir une loi qui oblige les entreprises à nommer au niveau des conseils d'administration et où on peut nommer plusieurs personnes, la même personne dans plusieurs conseils d'administration, devenir membre d'un COMEX d'une grande entreprise ne se fait pas en un jour, donc ça se prépare. Et c'est l'intérêt qu'ont les entreprises à participer à un projet comme celui du baromètre de la diversité. Faire un état des lieux et mesurer l'impact des actions qui ont été réalisées et la progression. Du côté du club, c'est un outil fort de plaidoyer et ça permet également de communiquer sur les bonnes pratiques en la matière. Et enfin, ça permet aussi d'appuyer certaines études qui font le lien entre la performance économique et la diversité au sein des entreprises, entre autres sur des questions comme la qualité de la prise de décision ou la motivation des collaborateurs. On a réalisé à date 2 éditions du baromètre, une première en 2022, une seconde en 2024 et la prochaine sera pour 2026. Donc c'est un appel aux entreprises à nous rejoindre. Alors même si je suis d'accord avec ce qu'avait dit tout à l'heure Madame Cagé sur le coût de l'engagement aujourd'hui pour les entreprises, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, participer au baromètre est totalement gratuit. Donc rejoignez-nous. Merci beaucoup Adel. Pour clôturer ce panel intitulé, je le rappelle, l'engagement, une histoire de proximité, j'ai l'honneur d'accueillir un élu, un maire, Geoffroy Boulard. Mon maire. Il ne le sait pas, mais moi je le sais. Merci. Bonjour. Je vous en prie. Alors ce sera une keynote, mais je vais vous présenter en quelques mots si vous le permettez. Donc Geoffroy Boulard, vous êtes engagé en politique depuis 2008, d'abord comme militant, puis comme élu du 17e arrondissement. Vous êtes maire du 17e arrondissement depuis 2017 et vice-président de la métropole du Grand Paris depuis 2020. Et parce que c'est important, je tiens à le préciser, vous êtes soucieux et vous avez été soucieux de conserver une activité professionnelle en parallèle de votre engagement politique. Vous êtes à ce titre également cadre en entreprise. Vous avez exercé des fonctions de consultant en accompagnement à la création d'entreprises et de direction du développement marketing commercial de PME. Depuis 2017, déjà, vous accompagnez le groupe leader du portage salarial en France et dirigez un réseau d'indépendants dont vous êtes salarié depuis 2006. J'espère que tout ça n'est pas erroné.
Passionné d'histoire, de sport collectif, vous êtes par ailleurs particulièrement sensible aux questions de la prévention de la radicalisation, la lutte contre les espèces invasives, ou encore le développement de la filière agricole urbaine, étant vous-même issu du monde rural. Ça, c'était pour dépeindre un petit portrait. Bref, vous m'en excuserez de vous. Mais si vous êtes là aujourd'hui, ça n'est pas tant pour nous parler de tout ça, mais pour nous parler de quelque chose qui s'appelle l'heure civique. Je ne dirai qu'une chose avant de vous laisser la parole. 1 heure par mois, chacun de nous peut le faire, paraît-il. Dites-nous comment. Merci de m'accueillir, très, très heureux de vous retrouver. Sur cette thématique, le temps des engagés, nous avons créé avec mon adjoint Athanas Périfan, fondateur de la Fête des voisins que vous connaissez, nous avons créé un concept très simple pour engager les habitants, les citoyens sur des sujets qui les concernent et sur lesquels on sait pouvoir compter sur leur générosité. C'est-à-dire l'heure civique, donner 1 heure de son temps pour les autres, pour son quartier, pour l'environnement, pour la solidarité intergénérationnelle, c'est possible. Tout le monde peut le faire. On a lancé ça après le Covid. On l'avait réfléchi juste avant le Covid, c'était un signe, en se disant comment réimpliquer nos citoyens dans l'engagement local, dans l'engagement citoyen. Ils n'ont pas forcément tous le temps d'aller dans les associations, c'est pas toujours simple, avec l'activité professionnelle, l'activité familiale. Le temps consacré au bénévolat associatif n'est pas toujours inné. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui peut intéresser les habitants? Et on avait vu l'évolution de l'engagement à travers voilà, des causes. Hein. Les Français sont généreux, les habitants sont généreux, mais il faut les embarquer. Et donc on s'est dit, tout le monde peut donner 1 heure de son temps. C'est comme ça que l'heure civique est née. On l'a développé dans le 17e. Il y a 2000 volontaires qui s'inscrivent sur une plateforme et qui se rendent disponibles pour assumer des missions, soit proposées par la mairie, soit proposées par des associations, soit proposées par des citoyens eux-mêmes, qui se disent, mais tiens, il y a une petite action qu'on pourrait mener pour sensibiliser au ramassage des déchets, pour aller dans l'EHPAD apporter un peu de joie et de bonheur quelques heures par mois avec une équipe de volontaires. Et c'est comme ça qu'a été créé l'heure civique. On a aujourd'hui, avec Athanas Périfan, développé ce concept en France, puisque aujourd'hui on a 250 villes qui nous ont rejoints, on a 4 départements qui ont engagé leurs communes au titre de l'action sociale de proximité sur ces dispositifs. On a des entreprises qui sont partenaires et qui veulent évidemment donner de l'ampleur à ce concept pour engager leurs adhérents quand ce sont des caisses de retraite ou quand ce sont des caisses de prévoyance, vous voyez. Donc le dispositif là connaît un succès très important. On sait aujourd'hui, et c'est une étude récente qui disait que 61% des Français faisaient confiance à leur maire dans l'action de proximité. Eh bien c'est comme ça qu'on souhaite engager les citoyens. Ça permet de faire aussi une passerelle entre l'engagement citoyen en mode projet, en mode mission, et l'engagement bénévole, durable dans une association. On a plein d'exemples qui montrent qu'on a pu, par exemple, faire reprendre des associations qui n'avaient plus de successeurs grâce à l'heure civique. Ça révèle cette générosité spontanée qu'on a tous. Et puis, vous le savez, le modèle social aujourd'hui est quand même fragilisé. Le centre d'action sociale d'une ville communale ne peut pas tout régler. Et donc la solidarité de proximité, la solidarité et la générosité spontanée des habitants, il faut la capter. Et elle est complémentaire de la solidarité familiale et de la solidarité institutionnelle. Et c'est comme ça qu'on va relever les défis qui sont devant nous. Parce que ça ne nécessite pas forcément beaucoup de financement. Il faut juste l'organiser. L'organiser avec les associations localement, l'organiser avec les communes, l'organiser avec les habitants qui eux-mêmes ont des idées pour rendre évidemment leur environnement plus agréable. Et faire passer les messages sur le civisme, c'est assez simple. Hein, quand vous voyez des jeunes familles qui viennent ramasser des déchets un samedi matin dans leur quartier avec une chasuble bleue, eh bien c'est la meilleure des éducations qu'on peut faire pour l'avenir. Cette sensibilisation et montrer au quartier qu'on est tous responsables de la solidarité dans le quartier, de l'environnement et plein d'autres sujets qui peuvent être faits. Donc il y a à la fois le côté collectif, parce que ça crée une communauté humaine très forte localement, et puis des actions individuelles et interpersonnelles qui vont être développées. Donc l'heure civique, c'est un concept
qui fonctionne bien. Le gouvernement d'ailleurs a créé une page sur son site internet pour promouvoir notre dispositif. Dominique Faure, alors ministre des collectivités territoriales, nous avait gratifié de sa présence aux premières assises nationales qu'on a fait dans le 17e, évidemment, c'est là où c'est né, mais on en a fait d'autres, et notamment en mars dernier au Sénat, où nous avons réuni plus de 200 communes impliquées sur ces sujets d'engagement civique et citoyen. Et donc c'était un message très optimiste que je voulais vous livrer, vous dire que l'engagement au plus près, c'est possible, et ça coûte pas très cher. Merci à tous. Bien. Message optimiste passé très largement et on vous en remercie.